Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libré, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, d'allaitement, de conception, de préconception, de préparation à la naissance et bien sûr de postpartum. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez aller plus loin, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et retrouvez-nous sur notre nouveau site mamalibré.co, un site sur lequel vous retrouverez plein d'informations, de ressources, tout ce dont vous avez besoin pour vivre la maternité qui vous correspond. C'est la nouvelle plateforme mamalibré.co, une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama Libré. Bonjour Sandra. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Mama Libré. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on souhaitait faire cet épisode ensemble, ouais, pour que tu nous parles de ton allaitement. Mm-hmm. Et moi, j'aimerais beaucoup que tu témoignes de chemin aussi, je trouve aussi de ce parcours, comment ça s'est construit, ce désir d'allaitement un peu en amont, comment tu l'avais imaginé, comment ça s'est fait pour toi finalement. Et comment et combien de temps t'as allaité aussi finalement, parce que c'est important. La surprise de la fin. Ouais. Alors en amont, j'ai toujours, à partir du moment où j'ai appris que j'étais enceinte, c'est clair que spontanément dans ma tête, c'était d'aborder toute la grossesse et d'éduquer mon enfant au plus proche de la nature, au plus proche de la base en fait qui nous constitue, de la physiologie, voilà, du naturel, parce que c'est ma philosophie, c'est comme ça que je me sens vivante. Et donc ma grossesse, j'ai passé une super grossesse. Je rêvais d'allaiter sans en rêver parce que pour moi c'était vraiment tellement normal. Après, je me disais, voilà, ça marche, c'est très bien, ça marche. J'avais entendu des femmes avec qui ça n'avait pas marché, qui avaient eu des problèmes, des crevasses, etc. Je me disais, si ça m'arrive, j'essaierai de trouver des solutions pour que ça marche, et puis si ça le fait pas, ça le fait pas. Je me prenais vraiment pas la tête, j'ai jamais eu de but précis, d'objectif précis, même de durée. Rien du tout. Je fais confiance aveuglément en la vie. Et je me dis que ce que je dois vivre, c'est très bien, le plan est parfait et c'est à moi de m'adapter, d'accueillir tout ça le mieux que je peux. Et donc du coup, j'ai allaité mon enfant. Donc, Est-ce que la mise en route s'est faite fluidement? Alors, c'était très rigolo parce que je suis professeure de pilates et parmi mes élèves, j'ai une médecin généraliste qui est spécialiste de l'allaitement. Donc elle m'avait dit, écoute Sandra, passe au cabinet. Et je te fais une petite consultation pour t'expliquer un peu les postures, le portage du bébé, les différentes façons en fait de porter ton bébé pour allaiter. Très important. Assis, allongé, etc. pour pas te fatiguer. Exactement. Voilà. Donc j'ai fait ma petite consultation, j'ai fait ma bonne élève, donc elle avait son poupon, c'était vraiment incroyable ce moment. Ouais, surtout pour un premier. Ouais, et puis en sachant que t'as ton gros ventre et que tu sais pas ce que c'est d'avoir un bébé dans tes bras, bon, tu te dis c'est très particulier. Et j'avais adoré cette consultation. Je m'étais dit, mais là je suis au top. Théoriquement, intellectuellement dans ma tête, ça y est, tout est rangé. Mais vu que je suis pas trop très théorie, je suis plutôt je suis plutôt une femme de terrain, une femme de ressenti, plutôt que voilà. Je m'étais dit au moins on m'a montré, donc je m'en rappellerai. Sauf que mon bébé dans les bras. On me l'a tout de suite mis au sein, c'est moi déjà qui l'ai sorti, on m'a proposé, donc j'ai pu sortir les jambes de mon bébé de mon corps en fait, j'ai fait la fin de cet accouchement, donc cette fameuse délivrance, et du coup tout de suite on me l'a mis au sein et tout de suite ça s'est bien passé. Donc jusque là c'était magique, voilà. Sauf que je pense que j'ai été shootée avec cette dose d'hormones qu'on a toutes à la naissance. Et donc, le premier jour se passe bien, le deuxième aussi. Et à un moment donné, ça commençait à me faire mal. Donc, la position ne devait pas être la bonne. Il y a des détails que j'avais complètement
mais complètement occultée. Comme si j'avais jamais rien fait. Cette consultation avec mon élève, enfin avec ce fameux médecin spécialiste de l'allaitement, c'était comme si elle avait jamais existé. C'était complètement parti dans les oubliettes, tellement j'étais sous l'émotion et sous les hormones, et voilà, j'étais que dans l'émerveillement, et j'avais zappé tout le reste. Et donc du coup, on m'a laissé sortir de la maternité, avec ces douleurs, ces crevasses, et j'avais super mal. Donc ma grande chance, c'est que j'ai envoyé un message en SOS. Elle est venue à la maison et elle m'a sauvé mon allaitement. Donc elle m'a mis des compresses, déjà elle m'a mis du coton sous l'eau. Ouais, elle a mis au frigo. Ah, au frigo. Non, le froid. D'accord. Elle a mis au frigo, enfin au congèle, je sais plus, et elle me les a posés pour tout anesthésier. Alors là, c'était le début du soulagement, et le début de la renaissance de ce fameux allaitement. Et sans cette consultation, je serais passée à côté d'une des plus belles phases de ma vie, parce que j'allaitais 3 ans. Ok. Voilà. 3 années de rêve. Est-ce que tu t'étais imaginé Non. Dans mes rêves, j'étais là quelques mois, 6 mois, 1 an, mais sans chiffre, sans but précis, vraiment. Et en fait, j'ai toujours voulu que ça se fasse le plus naturellement, donc que ça se mette en place naturellement, et que ça s'arrête naturellement, sans que la société le décide pour moi, sans le poids de la famille, sans le poids des amis, de la société, de la reprise du travail, de tous ces éléments qui sont tellement... qui nous mettent une pression. Voilà, ouais. Et donc du coup, j'ai utilisé tous les avantages qu'on avait mis en place dans nos vies déjà pour vivre le plus libre possible. Et étant en profession libérale, je m'étais organisée du coup pour me laisser libre et accessible et pour mon enfant quand il en avait besoin, quand c'était nécessaire. Et du coup, je me suis autorisée ça. Que tu as vécu parfois, est-ce que tu t'es senti... tu t'es dit, bon, allez, ça y est, là, c'est la fin. Puis en fait, jamais. Pour toi, ça a été continu, simple. Tout le temps, simple. Ouais. Okay. C'était une évidence. Et je me suis toujours dit, c'est mon enfant et moi qui le déciderons naturellement. Et ça s'est fait de cette façon. Il s'est sevré tout seul. Ouais. Okay. J'ai jamais eu une question, une consultation, un doute. Jamais. Et tu donnerais quoi comme conseil à une maman qui se dirait, tiens, moi, j'aimerais allaiter le plus longtemps possible. Comment on se prépare et surtout quels peuvent être, alors peut-être toi tu l'as pas vécu, mais des moments un peu plus de doute, de difficulté, ou est-ce que tu as reçu aussi, mais ça c'est un sujet qui est bien d'actualité en ce moment, on en parle de plus en plus sur les réseaux. Il y a la marque de vêtements pour femmes allaitantes, la Tagine Banane, qui en parle, qui a fait une campagne publicitaire sur ça, sur le regard extérieur. Est-ce que toi, c'est des choses que tu as... Alors, le plus beau conseil que je peux donner aujourd'hui, c'est d'avoir confiance en soi, parce que tout découle de ça. Donc, c'est pas spécifique à l'allaitement, c'est pour tout dans la vie. C'est sûr. Voilà. Donc, à partir du moment où une femme se sent être en confiance, elle fait ce qui est bon pour elle. Donc, si elle sent que d'allaiter, c'est une pression, du coup, faut pas qu'elle le fasse. Si elle sent qu'elle le fait pour faire plaisir à son mari, faut pas qu'elle le fasse. Si elle sent qu'elle est fatiguée, que ça lui demande beaucoup trop de contraintes, mais il faut pas qu'elle le fasse. En fait, je pense qu'une mère, elle sait ce qui est bon pour elle et pour son enfant. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, les femmes, en tout cas ces femmes qui sont en permanence en train de consulter ou en train de douter, manquent de confiance. Et c'est pas de leur faute, c'est la faute d'un manque de transmission quelque part à un moment donné dans les générations. Et heureusement qu'il y a des thérapeutes qui sont là pour les rassurer. Mais quand on est en confiance, on est libre avec son corps, on est libre avec ses choix. Et c'est pas un bout de téton qui va choquer qui que ce soit. C'est pas parce que t'allaites 1 mois, que t'allaites pas ou que t'allaites 5 ans que ça va choquer qui que ce soit. Je pense qu'il faut réapprendre à s'accepter avec tout ce que la vie nous propose. Qu'on est dans un monde d'images à fond, qu'on voit. Moi, ce qui me choque aujourd'hui, c'est... Après, je l'accepte, mais ça me choque parce que ça me renvoie à ce que moi, j'ai vécu, qui a des années-lumière de ça. C'est toutes ces femmes tellement apprêtées à 2-3 semaines de la naissance, qui sont brochées, qui ont les ongles faits, qui sont manicurées, qui sont maquillées en petits talons,
mais comme si elles avaient 25 ans un samedi soir pour séduire leur mec. Et moi, je me dis, mais où est la maternité ? Où est la découverte de cette explosion qui t'arrive dans ta vie quand tu construis cette famille ? Et moi, j'avais juste un jean, un chemisier, des chaussures. J'étais propre sur moi, mais j'avais pas envie de me maquiller, j'avais pas envie de séduire, j'avais pas envie d'avoir mes ongles, j'avais pas envie de passer ce temps-là pour moi. J'avais envie juste d'être propre et d'être bien avec moi. Et d'être en émerveillement et dans l'accueil de ces émotions que c'est d'avoir cette nouvelle vie. Et puis aussi d'apprendre à connaître ce bébé. Exactement, de construire, comme tu l'as dit, on construit une famille, on construit une relation, on accueille un nouvel être dans sa vie. Et c'est énorme. Énorme. Et du coup, moi, ça m'a pris toute mon énergie et toute ma place. Bien sûr. Il me restait plus rien pour tout ce genre de détails que je vois de plus en plus autour et que je trouve complètement dingue, et je trouve qu'on passe à côté de moments assez incroyables que la vie propose, quoi. Quand on a la chance de pouvoir donner naissance, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des femmes qui rêveraient de mettre au monde et qui ne peuvent pas. Je me dis quelle déception pour celles qui y arrivent facilement et qui n'arrivent pas à être émerveillées autant de ce moment, en fait. Sans doute, en effet, il y a quelque chose de l'ordre, comme tu disais, qui n'a pas été transmis, qui alors moi, c'est peut-être je sais pas si j'en ai eu en outrance, mais en tout cas, même mon enfant aujourd'hui a 4 ans et demi, mais je suis en émerveillement tous les jours de son évolution. Donc voilà, je pense que c'est un état d'être, de savoir apprécier les choses les plus simples, de savoir d'observer l'évolution des premiers déplacements, des premiers mots, de l'apprentissage de notre langue, des émotions qu'ils ont, enfin voilà, c'est juste magique. Est-ce que toi, il y a eu des choses qui ont été moins évidentes que d'autres dans l'allaitement ? Est-ce que par exemple, même dans la notion du couple, alors, comment toi ça s'est passé pour toi ? C'est bien d'en parler parce que je voulais aussi t'en parler. Je trouve que c'est hyper important de parler du papa. Oui. Parce que il a un rôle primordial dans l'allaitement. Je pense qu'un couple qui est bien construit, où il y a des belles fondations solides et qu'on est vraiment prêt à accueillir une vie, à être perturbé dans notre séduction, dans notre rapport de couple. Je pense qu'il faut se préparer à tous ces sujets, c'est vraiment important, parce que quand on allaite, on sécrète quand même beaucoup d'hormones. Et ce contact qu'on a avec le bébé plusieurs fois par jour, dans la journée, dans la nuit, nous suffit. Et c'est la raison pour laquelle notre libido n'est plus la même. Donc bien sûr qu'il y a une baisse de... Exactement, on est assez comblé au niveau hormonal. Donc on n'a plus du tout ce même désir pour son partenaire, pour son conjoint, son mari. Et c'est vraiment important d'en parler pour que le papa ne se sente pas délaissé, abandonné et en manque d'amour de la maman, parce que c'est vraiment pas le cas. Mais c'est très dur à vivre pour le papa. Moi, mon conjoint a eu beaucoup de mal au début parce que c'était tout nouveau, on savait pas, on a découvert. Et moi, j'aurais jamais pu réavoir des rapports rapidement après l'accouchement. C'était juste, pour moi, c'était presque c'était presque un viol, quoi. T'as envie de tout sauf de ça. T'as pas envie qu'on te touche. T'as juste envie de câlin, de tendresse, mais surtout pas de rapports sexuels. T'es pas là. Voilà. Donc moi, la baisse de libido, elle a été énorme pendant plusieurs mois. Donc après, effectivement, oui, d'accueillir un enfant et d'allaiter, ça peut aussi vouloir dire ça. Mais quand on voit aujourd'hui ce qu'on vit, où on en est, ce qu'on a traversé, ce serait à refaire. C'est magique, quoi. Vous avez dépassé ça. Et aussi, moi, ce que tu dis, donc il y a cette notion en effet du couple et de la libido, mais je trouve aussi que parfois il y a certaines femmes ou certains couples qui ont un peu peur de l'allaitement, de cette mise à distance du papa, comme si lui il va pas donner de biberon, ou il y en a qui sont dans ces discours-là, tu vois, il va pas te donner de biberon, donc il va se sentir exclu, il va pas construire de Alors rien. après, quand tu... Moi, je pouvais pas tirer mon lait, ça marchait pas. Donc, moi, mon conjoint n'a jamais donné un biberon. On a essayé. Et ça, voilà, la tétine, on n'en a jamais eu, des biberons, on n'en a jamais eu, des poussettes, on n'en a jamais eu. Enfin, on a élevé notre enfant de manière... On portait notre bébé avec une écharpe. La tétine, j'en avais acheté une tout au début pour me dire, voilà, j'ai une tétine comme toutes les mamans. Et puis, elle est restée rangée parce que on a laissé notre enfant s'exprimer, et puis c'est tout.
Et puis aussi, du il coup, y a ce rôle du père. En tout cas, je sais pas comment toi t'as vécu ça, mais connaissant Jonathan, je sais à quel point. Moi, je sais que dans mon allaitement, si Guillaume il avait pas été là, par exemple, quand t'es au début, quelqu'un qui t'es beaucoup prise par l'allaitement, donc pour gérer tes repas, pour t'es moins disponible. Et moi, si Guillaume il m'avait pas fait à manger, parfois, j'aurais plus eu d'idée. Non, mais c'est ça. Et moi, ça a été, je le dis parce que donc du coup, il en a un petit peu bavé dans le sens séduction sexuelle, etc. Parce que ça te change tes rapports, voilà. Mais en même temps, l'épanouissement qu'on a trouvé, la bonne santé de notre enfant, l'émerveillement, cet épanouissement, cette joie, ce bonheur, et dans l'enfant, enfin dans le bébé, et dans la maman, et le papa voyant ça, se nourrit de ça, et ça, Jonathan, par exemple, mon conjoint, ça a été notre pilier. Complètement. Il nous a fait les courses, il nous a préparé des repas, il me faisait des smoothies avec des bons produits, avec des graines, des fruits, des choses. Voilà, j'ai été une princesse, c'était aux petits soins. Et du coup, toute mon énergie et ce temps, je le donnais à mon enfant et je me suis... Et c'est pour ça que c'est pour ça que je suis sereine et que je me suis éclatée parce que derrière, j'avais un partenaire de vie qui était solide comme un roc, quoi, était dingue. Et c'est ça que je voulais dire, tu vois, non, en fait, c'est pas, ça se limite pas à un biberon. Justement, quand t'allaites, le rôle du père, il est encore plus important. C'est ça. Et sa place, c'est une place fondamentale. Ah ouais, c'est le pilier. S'il est pas là, presque ton allaitement, il est en péril. Ouais. Parce que c'est fatigant. Voilà. Donc c'est fatigant et en même temps si tu sais que t'as pas à aller faire tes courses, t'as pas à aller t'habiller pour ça, t'es juste à la maison, tu profites de ton enfant, de le nettoyer, de lui faire tout ce qu'il faut, de te remettre toi dans ton rythme, de te remettre de ton accouchement parce que tu te remets pas d'un accouchement comme ça en claquant des doigts, c'est quand même quelque chose physiquement qui est très 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 impressionnant pour le corps d'une femme. Et voilà, et il y a beaucoup de choses, toute l'énergie de la famille, chacun reprend sa place, ça prend du temps. Et ça se passe très bien quand chacun laisse ce temps-là, en fait. Et prend sa place. Voilà, exactement. Place. Et quand on est dans des boulots du matin au soir, que le congé paternité est très faible, ou que les pères le prennent pas, ou que la mère fait tout, et que le père part très tôt le matin, rentre très tard le soir, ou est en déplacement, etc., il n'y a pas de secret, c'est pas les mêmes vies qu'on offre dès le début. Hein. Donc après, l'allaitement, bravo à celles qui y arrivent. Moi, je sais que si j'avais pas eu ce partenaire de vie et cet engagement, je sais pas ce que j'aurais fait. Ouais, bravo à ceux qui arrivent. Et comme tu disais tout à l'heure aussi, de pas se culpabiliser, de vraiment faire avec l'énergie dont on dispose. Et que en effet, quand son partenaire, il est très pris par son travail, il est moins disponible et tout, de pas le minimiser et que forcément, on va avoir moins d'énergie à mettre à disposition pour ce bébé, on va avoir, et on fait de son mieux. Exactement. Son mieux, ça veut pas dire le truc idéal, c'est le mieux et que ce que tu as là maintenant dans ta vie, les cartes. Mais je crois que son idéal, c'est d'avoir un enfant heureux, qui rigole, qui est en bonne santé. Donc si tu vois que tu as ça dans les mains et que tu ressens ça tous les jours de ta vie, t'as gagné, quoi. T'as gagné ton bonheur de transmettre ce que t'as à transmettre, et peu importe de la manière dont tu le fais, quoi. Moi, ma manière, c'était ça, et c'est plein d'autres choses, bien sûr, aujourd'hui. Moi, pour moi, la transmission, elle est avec prendre le temps de voir nos enfants grandir, prendre le temps de leur apprendre des choses, de transmettre des choses. Et je me serais jamais vue maman avec un planning où j'ai pas le temps. J'aurais pas été maman. Non mais c'est très. J'aurais pas pu être maman si je n'avais pas eu cet espace. Ouais. Est-ce que tu as voyagé avec ton bébé? Oui, tout de suite. Parce que je sais qu'on en parle. En tout cas, moi, plein de fois, je me suis dit, mais si j'allaitais pas là lors de voyage, mais comment j'aurais fait? C'est horrible. Cette facilité finalement. Tu sors ton sein et tu fais tout ce que tu veux, comme tu veux, où tu veux. C'est juste le rêve. Donc, vous avez fait des voyages. T'as rien à prévoir, tu prends ton avion et voilà, ton enfant commence à avoir faim, tu sors ton sein, il a mal aux oreilles. Voilà, mais de toute manière, c'est conseillé, hein, les hôtesses de l'air dans l'avion te disent, nous on est partis, notre petit avait 3 mois,
Voilà, pour des raisons professionnelles, j'étais en congé maternité, on y est allé et c'était magique. Fait un long à La Réunion, plus, ouais. On est partis 2 fois. Le voyage pour vous Voilà, dodo, néné, et voilà, tout va bien. Et on est arrivés, il faisait beau, il faisait chaud, des vacances de rêve. Enfin, c'est ultra simple. Il y a rien à prévoir, tout est voilà, pas de poussette, juste l'écharpe, donc ça prend pas de place dans le sac, dans la valise, c'est très simple. Il y a rien à prévoir. C'est gratuit pour les enfants de 0 à 2 ans, donc il faut surtout pas se poser de questions. Et voilà, enfin, quand je vois toutes ces femmes et ces hommes qui doivent faire chauffer, le temps de préparation, les enfants commencent à chouiner, etc. Je me dis, mais qu'est-ce que ça a l'air compliqué leur vie, quoi. Même nous, on n'a jamais connu ça. Ouais. Tu parles tu vois, moi j'avais vu dans l'avion avec Guillaume, on s'était dit, quelle chance l'allaitement, tu vois, parce que on voyait des papas faire les allers-retours dans l'avion à bercer le bébé, et puis c'est vrai que quand t'allaites, tu mets ton bébé au sein, et puis c'est terminé. Exactement. Est-ce que toi, comment t'as vécu la période pour l'endormissement et le sein? Est-ce qu'il y a des choses que t'as dû mettre en place? Est-ce qu'il s'endormait au sein? Comment t'as géré ça? Alors, c'était il y a pas si longtemps, mais en même temps, on oublie. Je sais qu'il fallait pas que ce soit une habitude qui s'endorme au sein. C'était ce qu'on m'avait dit, ce que la pédiatre m'avait dit. Et puis, au début, quand il était tout petit, c'était un petit peu ça, voilà. Et après, quand on me l'a dit, j'ai fait un peu plus attention, ça s'est bien passé, j'ai jamais eu de soucis, en fait. Et du coup, tu mettais quoi comme relais? Est-ce que Rien. c'est Jonathan qui le prenait? Non, ouais, peut-être, enfin, c'était fluide, ça s'est fait... Peut-être, ouais, des câlins, des bercements, mais c'était très simple, en fait, vraiment. On n'a pas du tout galéré... Après, on a fait du cododo, du coup, pendant très longtemps. Donc, c'est pareil. Là, du coup, je rencontre de plus en plus de femmes qui viennent d'autres horizons. J'ai une copine qui est japonaise, une copine qui est brésilienne. Et je m'intéresse énormément à toute cette culture autour de la grossesse et de l'allaitement et du début. Aussi. Et du cododo. Parce et du Japon, c'est énorme. C'est ça. Donc au Japon, ils dorment tous dans un grand lit. T'as le papa, t'as les enfants au milieu, t'as la maman, mais c'est juste culturel, c'est normal en fait. Ouais. Donc, et moi, il me paraissait complètement normal en plus en allaitant et sans pouvoir tirer mon lait, c'était tellement simple. Je soulevais mon bras, je me tournais, mon enfant allaitait et je continuais à dormir. Enfin, c'est du bon sens et c'était naturel finalement. Vous dormez encore ensemble ou pas? Non. On a fait la séparation. On a fait la séparation l'année dernière à 3 ans. Ouais. Voilà. 2 ans et demi, 3 ans, je crois, au retour des vacances de la Toussaint. Quand on est allé en vacances chez des copains, Biarritz, et on en a profité de regarder que le petit garçon chez lequel on était dormait déjà dans sa chambre. Et je me suis dit, tu vois, 2 ans et demi, 3 ans, on commence à être grand. Et voilà, une chambre, c'est pas fait que pour jouer. C'est aussi fait pour se reposer. Et voilà, il y a un lit qui est que pour toi. Et du coup, on est rentré chez nous. Il dormait dans sa chambre. Okay. Aussi simplement que ça. Trop bien. Ouais. Donc ça s'est fait de façon... Voilà. Et de temps en temps, par exemple, enfin, pas de temps en temps, régulièrement, quand il se réveille le matin, il se réveille assez tôt. Tous les matins, il nous rejoint dans notre chambre. Et puis, on finit la nuit ensemble. Ouais, on termine la nuit ensemble ou alors on fait le réveil. Enfin, on est tous les 3 dans notre lit et plus simplement du monde, quoi. Okay. Voilà. Si tu avais un autre enfant, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? En ce qui concerne tout ce que je t'ai dit, je rêverais de revivre exactement la même chose. Trop bien. Je suis fan enfin, je suis tellement émerveillée de ça. Tu m'aurais dit que j'aurais allaité 3 ans, j'aurais dit... ça va pas être pareil. Voilà. 1 an, ça me choque pas du tout. Ouais, non, mais... D'ailleurs, je te connais depuis... t'as eu tes enfants avant moi. Enfin, ton enfant, parce que... Et quand elle était, je t'admirais. Et en même temps, au fond de moi, je me disais, mais moi, non, pas à ce point-là, quoi. Moi, je m'étais jamais dit ça. Non. Et pour l'avoir pensé, je me souviens, parce que je suis quand même quelqu'un de terre à terre aussi, même si je sais être très sensible et très... Je me disais, non, il y a peut-être un souci, il faut peut-être à un moment donné couper, tu vois, c'est peut-être un peu malsain. J'ai eu cette réflexion. Ouais, c'est normal. Je l'ai eu. C'est tellement répandu, ouais. On l'a tellement entendu, ouais. C'est notre norme, en fait. C'est ça. Et en le vivant, je me suis dit, mais ma pauvre, mais heureusement que t'as fait tomber tout ça, parce qu'il n'y a rien de malsain, en fait. Il ne faut pas oublier qu'on est des mammifères, qu'on a des poils, qu'on a du lait, et c'est pas pour rien. Donc, même si on met des beaux tissus sur nous, des belles fringues, et qu'on peut se maquiller...
les femmes, mais voilà, donc faut garder quand même. Je trouve qu'une femme est magnifique quand elle sait se respecter de sa propre nature et après s'enjoliver si elle le souhaite, comme elle le souhaite. Mais ne pas faire que cette parure artificielle et superficielle et du coup derrière en oublier ta chair, ta peau et ce pourquoi tu... Soit le plus important, quoi. C'est ça, ouais. Et après, c'est tes kilos en plus, c'est pas grave, tu viens de donner la vie, c'est énorme ce que tu viens de faire, quoi. C'est aussi ça qu'on oublie de dire, c'est juste, chaque femme devrait avoir une médaille de pouvoir avoir donné naissance un jour à quelqu'un. Mais t'as fait la chose la plus merveilleuse de ta vie, quoi. Donc si t'as 20 kilos en trop, mais t'as donné la vie. Donc c'est pas grave. Après, et c'est tellement aujourd'hui, en effet, pas suffisamment valorisé. On met encore en avant, presque c'est plus valorisant d'avoir fait une carrière professionnelle incroyable qu'un bébé, quoi. Ouais. Non, un bébé, c'est pas reproductible. C'est ça, c'est quand même assez unique et assez dingue. Quand on remet la vie, d'où ça part et de quoi ça part, c'est quand même. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour ça. C'est fou. Ouais. Donc, et du coup, la médecin, mon élève qui est spécialiste dans l'allaitement, me disait que elle me parlait de féminisme. Et elle me disait que en Norvège, c'était un féminisme identitaire et que nous, dans nos sociétés, c'est un féminisme égalitaire. Intéressant. Voilà. Et ça, je tenais à le dire aussi aujourd'hui parce que... ça me parle beaucoup. C'est ça, voilà. J'avais vraiment envie de faire un épisode, tu vois, là-dessus, sur justement... il y a une vraie... moi, je le vois parce que j'ai toujours été un peu féministe dans l'âme et j'ai eu pas mal de réflexions de copines à moi, mais genre, toi, t'allaites. Ouais. Toi, t'accouches à domicile, quoi. Non, mais toi, oui, en fait. Et ça me parle beaucoup, ce mot, je te remercie de le poser ici, de féminisme, justement, le côté identitaire et tu disais le féminisme égalitaire. Et oui, l'identité de femme, en fait. C'est ça. Cette identité de, avant tout, nous sommes des femmes. Et c'est ce qui me manque. D'être les égaux des hommes, en fait. Ouais, c'est ça. On est des femmes. Voilà. Donc aujourd'hui, quand moi je suis féministe, par exemple, c'est clair que la liberté de la femme, de pouvoir travailler, d'avoir un salaire, de ne pas être juste la représentation d'être là juste pour enfanter, etc. C'était quand même assez réducteur, cette image de la femme pendant des siècles, en fait. Hein. Donc je suis féministe dans cette idée-là. Par contre, la femme qui se lève le matin à je sais pas quelle heure et qui va super tôt travailler, qui a pas le temps de récupérer ses gosses, qui finit super tard, qui est carriériste, etc., je n'ai rien contre elle. Mais fais pas des enfants. Parce que tes enfants t'ont pas demandé ça, en fait. Des enfants, ils ont juste besoin d'amour et de temps. Donc s'ils voient jamais leur maman, c'est quelque chose, c'est des choses qui, moi, me choquent aujourd'hui. Comment peut-on, à un moment donné, ne pas avoir envie de faire soit un mi-temps, soit de réaménager sa vie professionnelle pour pouvoir s'octroyer cette famille. Je crois pas que ce soit une question d'envie, t'as mis les bons mots, c'est une question justement de... c'est comme si le féminisme égalitaire a pris le dessus. Complètement. Et on a perdu En fait, c'est pas ça qui est juste. Ce qui serait juste, c'est un féministe identitaire où, en effet, même quoi qu'il arrive, mais on est loin de ça dans notre société. Moi, j'ai des témoignages de copines qui ont des postes très très élevés, ont eu un enfant, elles retournent, elles ont pris un congé que de 3 mois, elles sont mises au placard. Je sais. C'est quand même la réalité. Donc en fait, il y a ce féminisme finalement identitaire en fait, on veut être féministe, c'est être pleinement une femme. C'est ça. Avoir pleinement notre place, si on le désire, de femme et de maman, c'est-à-dire si j'ai envie d'allaiter 3 ans, et presque, pourquoi pas, j'ai des aides pour ça, quoi, financière, ou je sais pas, tout ce qui peut être créé, parce qu'il y a des millions de choses qui peuvent être créées pour ça. Et puis je suis libre d'être complètement dans mon féminin, et c'est ça en fait le vrai féminisme. Exactement. La liberté dans son féminin, et le féminin, quand on fait le choix d'avoir des enfants, c'est de prendre pleinement sa place de mère comme on décide de le prendre. Exactement. Après, chacune sa définition. Exactement. Mais moi je trouve que c'est trop injuste on voit pas encore, on voit bien, là on sort du sujet de l'allaitement, mais on voit bien qu'il y a un gros problème dans nos pays de garde, de crèche, de nounou, c'est quand même un sujet sur lequel je m'interpelle énormément. C'est comment se fait-il
On a toujours fait des enfants, on continue à en faire, même si c'est la première génération qui commence à se poser des questions pour tout ce qu'on connaît, au niveau environnement, etc. Mais comment se fait-il que ce soit autant la galère de pouvoir faire garder ses enfants aujourd'hui ? Donc, il y a bien un problème. Comment se fait-il, en fait, que la femme doive travailler autant, que la vie soit aussi chère, que ce soit aussi dur de devoir choisir et de pas pouvoir tout faire à des moindres, à des coûts moins élevés, en fait. C'est-à-dire que on a le droit de travailler, de gagner des sous, mais on a aussi le droit d'être mère, on a aussi le droit d'avoir du temps soit en début de journée, soit en fin de journée, soit les deux si on peut pour nos enfants. On devrait pas choisir. On ne devrait pas choisir entre payer nos factures et puis avoir un toit et donner à manger à nos enfants et s'occuper d'eux. Et on devrait pouvoir tout faire, mais peut-être être moins gourmand sur d'autres choses. Et peut-être avec des prix, des loyers et des crédits plus accessibles, etc. Donc en fait, c'est tout un système qu'il faut repenser pour redonner la vraie liberté à chacun de vivre une vie de famille plus épanouie, quoi. Complètement. Et du coup, avoir des gamins peut-être moins en manque de reconnaissance parce que papa et maman étaient là pour toi, t'ont écouté et te suivent dans ta vie, en fait. La nouvelle, le monde de demain, quoi. C'est ça, voilà. Et pas juste faire des cadeaux à Noël, aux anniversaires, et puis se dire qu'on est parents sur le papier. Donc c'est tout un art, hein. Voilà. Merci Sandra. Eh ben merci. Merci sur ce bel épisode de vraiment allaitement et finalement féminisme identitaire. Ouais, complètement. Merci beaucoup. Je te remercie. Merci beaucoup.